Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 53e numéro du Rendez-vous Ciné. Déjà, je suis comme d'habitude en compagnie de Blue Torch. Comment vas-tu? Et ça va, comme toujours. Et toi, comment vas-tu? Ça va. Ce mercredi, les dinosaures que nous sommes allons vous parler du nouveau film Jurassic World. Nous vous parlerons aussi dans le Ciné Club qui conclut l'émission d'un film avec des gros monstres et des gros robots qui font la bagarre. Mais tout de suite, Jurassic World, le monde d'après. Nouveau film de la saga Jurassic Park concluant la nouvelle trilogie amorcée avec Jurassic World, premier du nom, réalisé par Colin Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard ou Laura Dern. 4 ans après la destruction de Isla Nublar, les dinosaures font désormais partie du quotidien de l'humanité entière, un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l'espèce humaine, maintenant qu'elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces de l'histoire. Qu'est-ce que tu en as pensé, Blue Torch? Alors pour moi, la saga Jurassic World est plus ou moins du même niveau au final que la postologie des Star Wars avec les épisodes 7, 8 et 9. On a un premier film très classique qui nous remet bien dans le bain de l'univers avec, pour la plupart, genre une 10, 15 d'années d'écart, voire plus entre la suite et il prend du coup un film très classique qui prend pas vraiment de risques, qui repose juste les bases de l'univers, qui devait bien comprendre, ok, on reprend, qui est souvent assez critiqué pour le fait que c'est juste un remake ou quoi. Et après, un deuxième film qui, lui, va oser, qui va prendre des risques et qui va essayer de changer les choses par rapport au premier film, qui va essayer de vraiment tenter des trucs plus ou moins bien, et au final, ça va être un film qui aura plus ou moins de succès en fonction du public qui le regarde. Parfois, c'est des films qui seront assez aimés, parfois pas du tout. Par contre, ici, pour le troisième film, Star Wars 9 avait totalement reviré de bord pour retomber dans un truc ultra classique, et au final, un truc, il faut le dire, bien à chier. Là où, ici, Jurassic World a quand même appris un peu des erreurs de Star Wars et s'est dit que il va encore essayer quand même quelques trucs, changer un peu sa manière de raconter, tout en gardant quand même quelques éléments plaisants des films d'avant. Et honnêtement, même s'ils n'ont pas refait les mêmes erreurs que pour Star Wars 9, j'ai pas trouvé ça non plus exceptionnel. Je m'attendais pas spécialement à mieux de la part du film, mais pour le coup, le film ici ne fait que dérouler une histoire assez linéaire, tout en reprenant les anciens acteurs de Jurassic Park pour faire un peu de fanservice, et en mettant des dinosaures et tout en mode, c'est quand même Jurassic Park, les gars, il faut des dinos. Et en vrai, ça reste quand même assez décevant parce qu'on aurait pu se dire qu'on aurait réellement eu un film intéressant où Divan a parlé dans le synopsis des dinosaures qui doivent vivre avec les humains, des humains qui doivent apprendre à vivre dans ce nouveau monde. Et au final, ce thème-là, le film, il en parle pendant 15 minutes et encore, il en parle pendant son introduction et c'est plus ou moins tout. Et tout le monde s'en branle au final de vivre avec des dinosaures. La seule chose qu'on nous expose réellement de vie entre humains et dinosaures, c'est le fait que, oh, il y a des combats clandestins du dinosaure, il y a des braconniers du dinosaure, des trucs du genre, des trucs, ils ne reflètent pas spécialement le monde qui apprend à vivre réellement avec les dinosaures. Ici, au final, j'avais juste l'impression, au final, de voir un film un peu comme un Fast and Furious, mais avec moins de voitures et plus de dinosaures à la place. Ça rend le tout, vachement plat, en fait, surtout que, le film met même pas tant que ça l'accent sur les dinosaures ici. J'ai eu l'impression qu'ils étaient un peu mis sur le second plan pour mettre un peu plus l'intrigue en avant, qui n'a globalement aucune saveur, aucun effet, et que les dinosaures sont plus là en mode éléments perturbateurs qui viennent dire bonjour de temps en temps, on existe toujours. Et en plus, j'ai trouvé les dinosaures vachement nuls dans le film, dans le sens où, dans les autres films, de manière générale, on nous représentait les dinosaures comme étant des trucs assez forts, assez vénères, hein, en mode t'as un T-Rex qui te fonce dessus, t'auras du mal à l'inver 1, tu ne pourras même pas l'inver 1, ta seule solution c'est la fuite. Et là, globalement dans le film, t'as des dinosaures surpuissants qui par moments se font vraiment 1v1 par des humains, alors que ça reste quand même censé être des dinosaures, des machines à tuer, et même des dinosaures génétiquement modifiés pour tuer. T'as l'impression qu'ils sont un peu défoncés par des humains random qui les combattent sans même avoir réellement d'armes. Hein. Et là, tu dis, ça vaut vraiment le coup dans le film d'avant d'investir 50 millions pour avoir ton dinosaure machine à tuer, machine de guerre parfaite, tout ça pour que ton dinosaure se fasse défoncer par un random avec un bout de bois. Enfin bref, vraiment, le film était pas insane pour moi, tout juste divertissant, mais globalement sans plus. Il était même aussi un peu long, hein, genre 20-30 minutes entre eux dans le film. Et globalement, le film ne vaut
clairement pas le coup et je ne conseillerais pas spécialement de le voir, hein, même si vous êtes réellement un fan de la saga. Alors voilà, vous pouvez toujours aller le voir, mais clairement c'est pas un film que je considère vraiment exceptionnel, vraiment bon. Et quitte à voir un film du genre, autant voir plutôt les Fast and Furious. Il n'y a pas de dinosaures, mais au moins ça assume un peu son côté what the... Mais toi, Divan, qu'est-ce que tu en penses? Pour rebondir sur ce que tu as dit, et le parallèle que tu as fait entre Fast and Furious et la saga Jurassic Park, rappelons qu'apparemment, il devrait avoir un film crossover entre les deux. Cette information ne sert à rien, mais elle est toujours rigolote. Surtout lorsqu'on s'imagine Dominique Toretto faire des drifts sur des brachiosaures. Jurassic Park est connu pour ses plans très forts et très bien réalisés, notamment, je parle de la première trilogie où le T-Rex rugit sous la pluie, les raptors entrent dans la cuisine, mais il y a aussi l'image d'un verre d'eau qui vibre, entre autres scènes iconiques. Pourquoi ces scènes ont-elles marqué? Tout simplement grâce à la mise en scène et à la dramaturgie de Steven Spielberg, qui s'est posé la question de comment j'introduis ma créature, comment j'introduis mon parc, et quelles sont les menaces pour les humains. Une pensée que Trevorrow n'est manifestement pas capable de faire. Tout simplement, je prends l'exemple de l'introduction, où un chalutier est sur une mer très agitée. D'ailleurs, vous l'avez vu sur les bandes annonces. Et soudain, un mosasaure l'attaque. Sur une scène de 20-30 secondes, il n'y a pas de montée de la tension, d'introduction de la menace. Et pire, on ne sent jamais le gigantisme, ni l'émerveillement ou la simple émotion, voire le conflit. Les dinosaures surgissent dans le récit tels des screamers, juste là bon à faire peur aux gentils et à quand même tuer les méchants, parce que bon, c'est les méchants, ils sont pas gentils. Je vais faire court sur les scénarios parce que t'en as quand même bien parlé. Il est idiot, mal écrit, mal construit, incohérent, vu et revu depuis des années à Hollywood, mais c'est moins grave que la mise en scène, à mon sens. Car comme l'a montré Jurassic World 2, on peut faire un film turbo débile, mais si la personne derrière la caméra se demande comment impressionner le spectateur, alors le film est plaisant ou divertissant. Et c'est vraiment un must-have. Pour revenir au film, il n'y a pas une séquence qui fait de la narration. Il n'y a pas d'écriture de personnage. Owen, joué par Chris Pratt, est défini tout du long de la trilogie comme un mec cool, à peu près comme Rey dans Star Wars, pour reprendre ton parallélisme, qui est simplement définie comme une meuf badass. Pour revenir au film, je ne parle même pas des anciens personnages qui reviennent juste pour être là, et qui sont même pas cohérents avec le développement des précédents films. Les effets spéciaux numériques sont vraiment hideux. Vous n'avez pas l'impression que les dinosaures sont dans l'image, mais plutôt grossièrement rajoutés au-dessus, comme des calques Photoshop. Et c'est le plus moche au début du film, avec la partie enneigée, où là on ne croit vraiment pas à la présence des dinosaures dans le cadre. Le reste du film, il y a bien quelques effets animatroniques qui sauvent une ou deux scènes, mais c'est de très loin insuffisant et surtout pas rattrapé par un montage qui est tout simplement illisible. Je trouve ça très malhonnête de la part du film de déjouer les attentes du spectateur qui sont venus à la fin du deuxième film, où il nous disait que les dinosaures vont régner sur Terre, pour au final que ça soit des séquences issues de deux génériques, et au milieu on a des personnages principaux qui veillent sur une gamine avec leur raptor domestique, et lorsqu'elle est enlevée, ils vont faire le tour du monde pour se retrouver dans un autre parc après une première partie qui dure une éternité, et refont Jurassic Park premier du nom en accéléré dans la deuxième partie. C'est vraiment très triste. Le film se moque d'ailleurs, à mon sens, du public, avec un mauvais film qui se contente juste d'agiter des dinosaures pour faire plaisir aux personnes qui ont très peu d'esprit critique. Faudrait vraiment arrêter de faire ce genre de film très bas du front. Et terminons avec Pacific Rim, film de 2013 de Guillermo del Toro, dont on vous a déjà parlé dans les rendez-vous ciné numéro 17 et dans le hors-série Halloween à partir de 2 minutes de vidéo, avec Charlie Hunnam, Idris Elba
ou Rinko Kikuchi. Vous pouvez vous en douter, mon japonais n'est pas très bon, donc je m'excuse pour la prononciation. Donc, surgit des flots, des hordes de créatures monstrueuses venues d'ailleurs, des kaiju, ont déclenché une guerre qui a fait des millions de victimes et épuisé les ressources naturelles de l'humanité pendant des années. Pour combattre une armée d'un genre nouveau a été mise au point, des gigantesques robots, des Jaegers, contrôlés simultanément par deux personnes qui communiquent par télépathie grâce à une passerelle neuronale. Mais les Jaegers semblent impuissants face aux redoutables kaiju. C'est pourquoi la défaite paraît inéluctable. Les forces armées qui protègent l'humanité n'ont pas d'autre choix que d'avoir recours à deux héros hors normes, un ancien pilote au bout du rouleau et une femme en cours d'entraînement qui font équipe pour manœuvrer un Jaeger d'apparence obsolète. Ensemble, ils incarnent désormais le premier rempart de l'humanité contre une apocalypse de plus en plus imminente. Pendant ce très long synopsis de Allociné, qui, ma foi, raconte à peu près le principe du film et la situation initiale, ne permet pas de retranscrire à quel point la première partie, montrée par Guillermo del Toro, semble là pour vraiment mettre en scène de titanesques combats pour lesquels beaucoup de spectateurs sont allés le voir tout simplement. Le désir de Del Toro de créer Pacific Rim grâce à des personnages et un univers tangible est parfaitement palpable. Le monde post-apocalyptique décrit par le film existe bel et bien. On passe suffisamment de temps avec les personnages pour que chaque rôle, du charismatique Idris Elba jusqu'à ses personnages secondaires les plus loufoques, je pense notamment à Roll Perlman et ses chaussures en écailles dorées, soit totalement justifié. Le film est très malin pour faire monter la sauce. Guillermo del Toro n'est pas dupe sur ce que le public est venu voir, et quand il est l'heure de passer aux choses sérieuses, le réalisateur montre avec maestria à quel point il est talentueux. Les affrontements entre Jaeger et Kaiju atteignent des sommets visuels incroyables, comme le plan inouï sur la trajectoire d'un coup de poing du mecha qui traverse un immeuble. C'est grâce à un sens artistique épatant et à une mise en scène constamment lisible. Le film se passe constamment dans l'obscurité et dans l'eau, donc c'est pas facile à filmer. Et en plus, une fois iconisé, chaque bagarre marque durablement la rétine. Vous vous souviendrez longtemps de la bataille de Hong Kong. Bien sûr, les pistes froides diront à raison que le scénario est faible et classique, avec une absence de surprise dans le récit qui peut affaiblir l'impact du film. Les acteurs ne sont pas tous à la hauteur de la direction, mais même si le premier degré de l'œuvre ne les aide pas non plus à sortir d'une certaine caricature du jeu, que la bande originale ne marque pas non plus, mais tous ces défauts ne sont au final que peu de choses face au spectacle généreux et sincère offert par Guillermo del Toro, un spectacle qui aurait pu mettre la barre très haute pour les Transformers et Godzilla, mais ils n'en ont rien fait. Et toi, Blutorch, qu'est-ce que tu en as pensé ? Eh bien, je suis d'accord sur certains des points que tu as dit, mais il y a d'autres points sur lesquels je suis pas trop d'accord. En fait, le film, dans l'idée, me fait plutôt bien penser à Godzilla vs Kong. C'est-à-dire des gros monstres qui se battent entre eux, sauf que ici, il y a un des deux camps qui a été remplacé par des robots, parce que c'est quand même bien stylé, hein, les robots, faut le reconnaître. Donc globalement déjà, on pouvait très bien s'y attendre à l'avance, c'était très précis. C'est pas du tout un chef-d'œuvre d'écriture scénaristique, hein. Ça tu en as parlé pour le coup. Et c'est quelque chose dont on pouvait totalement s'y attendre, même si, pour le coup, le scénario n'est pas non plus trop mal construit, genre. Il est un peu teubé et tout, pas du tout imprévisible ni rien, mais voilà, il reste plus ou moins cohérent par moment, donc ça passe. Mais globalement, le gros intérêt du film, et ça tu l'as très bien cité, c'est les combats entre les gros monstres, quoi. Les gens sont venus pour voir ça, et le film a plutôt bien compris qu'il devait tout mettre sur les combats entre gros robots et gros monstres. Ça fait vraiment un bon truc, et c'est un truc que Godzilla vs Kong, je trouve, avait pas du tout compris pour le coup, parce que Godzilla vs Kong était beaucoup plus scénaristique au point où on s'endormait devant à un certain moment, et même s'il avait quand même quelques grosses scènes de combat et tout, ces scènes étaient souvent entrecoupées de moments beaucoup plus chiants où il se passait rien et tu te faisais bien chier
au final en regardant le film. Mais ici, le film n'hésite pas du tout à nous mettre plusieurs combats, parfois des combats même assez longs, où on va vraiment ressentir bien les grosses créatures se taper entre elles, et les combats vont vraiment nous faire bien tenir en haleine et nous faire kiffer le film. Mais le problème, c'est que dans ces mêmes combats, j'ai trouvé qu'il y en avait quelques-uns, voire beaucoup, qui étaient assez mal faits dans l'idée et incohérents. Il y a beaucoup de scènes de combat qui sont bien rythmées et tout, mais où t'as l'impression que certains robots ou certains monstres vont genre se téléporter à des endroits où ils étaient pas. Et au final, si t'es vraiment attentif au combat, tu te rends compte que le film essaie de bien te tenir en haleine pour te montrer qu'il y a pas mal de moments où les monstres ils bougent tout seuls, où t'as l'impression en fait il y a une scène coupée qui a été très mal coupée entre deux moments et où tu te rends totalement compte que ça devrait pas du tout se passer comme ça. Il y a aussi un des points où j'ai pas mal tiqué d'ailleurs dans le film, c'est le fait que les gros robots, ils sont équipés d'une épée, et genre cette épée, ils s'en servent au bout du 3/4 du film, alors que c'est un truc genre ultra cheaté, et qu'ils passent tout le début du film à se battre avec leurs poings, et avec un giga gros laser pas du tout pratique, où ils doivent soit se recharger pendant 10 minutes pour tuer un monstre, soit tirer 10 fois dessus avant que ça le tue réellement, alors que l'épée, elle est montrée, hop, elle coupe dans les monstres comme dans du beurre, et tu te demandes réellement pourquoi ils utilisent pas l'épée dès le début. Ça, c'est un des points qui m'a fait d'ailleurs vraiment pas mal tiquer, mais ouais, le film est pas mauvais à ce niveau-là, mais les combats, qui sont le gros point fort du film, ont certains moments bien réussis, parce qu'ils sont vraiment bien rythmés, on ressent vraiment les combats, mais ils ont d'autres moments où tu te dis, mais ils auraient quand même pu travailler un peu plus les combats quand même, surtout que c'est vraiment le point central du film, donc c'est vraiment le moment où on sera attentif. Et là, on peut pardonner certaines fautes de scénario, le fait que le scénario est pas hyper prenant, hyper intéressant, à partir du moment où les combats sont la base du film, c'est assez dur de se dire qu'ils peuvent être mauvais. Mais bon, après, le film, j'ai pas passé un mauvais moment à le revoir, parce que je l'avais déjà vu il y a quelques années, et je trouve que le film, globalement, a au moins bien compris ce qu'il était, un film bien bourrin, avec des gros trucs qui se battent, avec quand même un certain ton sérieux derrière pour dire de pas être non plus full second degré, mais qui globalement arrive à bien réussir. Le film, j'aurais extrêmement du mal à qualifier comme étant un bon film, mais c'est quand même un film assez divertissant devant lequel j'ai pas passé des mauvais moments à le regarder. Donc si c'est votre genre de film ou si juste vous avez envie de vous détendre à regarder un film pas non plus hyper teubé mais un peu réfléchi et où il y aura la grosse baston, clairement le film peut être assez intéressant. Mais sinon le film, faut le reconnaître, est pas non plus hyper bon, hyper intéressant ou quoi, et c'est difficile de le qualifier comme étant typiquement un de ses films préférés. Voilà. C'est la fin de l'émission, je tiens à vous remercier de l'avoir suivi. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune émission, partager nos émissions rigolotes de précieuse qualité pour les faire découvrir à vos amis. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu avec un beau commentaire ou suivre notre compte Twitter @vous-ciné. On vous parle de la télé, du cinéma et de notre petite chaîne YouTube. Merci Bluetoche d'avoir participé. On se retrouve la semaine prochaine. À plus.